Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence VK. Cette webconférence s'inscrit dans notre campagne solidaire du service public que nous avons lancée dès le début du confinement. Nous avons voulu mettre à disposition de tous des contenus en accès libre et un maximum d'informations. Alors, vous retrouvez ainsi sur vk.fr et nos réseaux, une grande série d'entretiens des acteurs publics face à la crise menée par Hugues Périnel. Nous donnons dans ces entretiens la parole à ceux qui font face à cette configuration exceptionnelle dans les collectivités, les établissements publics et les centres hospitaliers. Mais aussi sur vk.fr, toujours, nous mettons à disposition nos ressources documentaires dans un service spécial en accès libre. Nous décryptons les questions liées à la gestion des ressources humaines, marché public, reprise des chantiers, ce qui est d'actualité, procédure de marché en cours, des finances locales et de la continuité budgétaire, des problématiques spécifiques au personnel hospitalier notamment. Il vous suffit de vous créer un compte sur vk.fr et vous pouvez accéder à ces contenus gratuitement et librement. Alors, au cours de cette webconférence, dès maintenant, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions que vous trouvez à droite dans l'interface GoToWebinar de votre écran. Posez vos questions, nous tenterons d'y répondre tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble. Nous vous informons par ailleurs que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les jours à venir. Enfin, sachez que le support de présentation vous sera envoyé après l'événement par mail dans les jours à venir, donc probablement demain. Nous avions, la semaine dernière, commencé à réfléchir déjà aux conséquences de cette crise en abordant les leçons à tirer de l'urgence, avec de nombreuses réflexions très stimulantes sur les mutations possibles des organisations sur le long terme et la gestion des ressources humaines au sein des collectivités, mais aussi des établissements hospitaliers. Nous avons basculé cette semaine dans l'horizon de l'après et cette date pivot du 11 mai, début du déconfinement qui doit être et sera progressif dans le temps et la géographie. Alors, cette webconférence d'aujourd'hui est donc consacrée à la principale actualité qui a agité cette semaine, à savoir le déconfinement du 11 mai et sa première conséquence concrète et de première importance, la réouverture des crèches et écoles maternelles et élémentaires. Alors, ces derniers jours ont vu avancer les choses, avec notamment quelques déclarations du chef de l'État, du Premier ministre la semaine dernière. On savait déjà que le retour à l'école doit se faire sur le principe du volontariat des familles, mais surtout, il est confirmé que les écoles n'ouvriront que si elles respectent un protocole national sanitaire strict et que ce sont ces dernières qui détermineront au cas par cas quand elles seront en condition d'accueillir les élèves et la manière dont les élèves seront accueillis. Plusieurs questions restent cependant floues quant à la mise en œuvre de cette réouverture au niveau local. Il y a eu d'abord l'affront de nombreux maires d'Île-de-France qui se sont ouvertement opposés à une réouverture des écoles au 11 mai par une lettre ouverte au chef de l'État. D'autres voix ici et là se sont depuis fait entendre. Notons que les élus de Guadeloupe, par exemple, ont voté ce lundi pour une rentrée en septembre et non ce 11 mai. Bref, contre la verticalité des décisions, de nombreux décideurs locaux se montrent réticents, voire opposés à cette reprise scolaire de la semaine prochaine. Beaucoup aussi se sont émus du véritable casse-tête que constitue le respect des protocoles sanitaires en fonction des locaux, sans oublier le périscolaire et l'extrascolaire. Notons également le bras de fer au Sénat entre gouvernement et les sénateurs, représentants des élus locaux, sur la protection juridique des décideurs locaux, élus locaux et cadres, acteurs de la mise en œuvre du déconfinement, le Sénat ayant voté une exemption de responsabilité juridique des élus et décideurs locaux sur ce sujet. On reviendra sur toutes ces dispositions. Alors, comment accueillir les élèves et respecter les mesures sanitaires définies par les protocoles? Comment adapter les recommandations nationales aux réalités locales? Quelles responsabilités et risques juridiques encourus? Voilà quelques questions parmi tant d'autres que nous allons aborder ensemble et pour tenter d'y répondre, nous éclairer sur ces sujets. Nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous deux intervenants que je remercie d'ores et déjà d'être avec nous, de nous faire le plaisir de leur présence. Tout d'abord, monsieur
Emmanuel Catio. Vous êtes directeur général des services à la ville de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, ville qui fait partie de l'agglomération Grand Paris Sud. Vous avez une longue expérience en direction générale au sein de plusieurs collectivités. Vous avez commencé votre carrière dans la filière animation et dans le périscolaire. Vous avez notamment participé à la création et été rédacteur en chef du magazine mensuel Acteurs de la vie scolaire. Bonjour, cher Emmanuel. Bonjour, bonjour Julien. Bonjour Avec nous Eric. également Maître Éric Landau. Vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat fondateur et associé du cabinet Landau et Associés. Vous êtes spécialiste du droit public et privé des collectivités locales. Vous rédigez régulièrement articles et ouvrages de référence pour le secteur public notamment. Bonjour, cher maître. Bonjour à tous, merci. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous, Emmanuel Catio, pour entrer au cœur de notre sujet. Alors, le président a déclaré hier souhaiter, je cite, une bonne rentrée plutôt qu'une rentrée en nombre. Alors, qu'est-ce qu'une bonne rentrée? Comment s'organise-t-elle? Vous souhaitez tout d'abord peut-être passer en revue les différentes recommandations et protocoles sanitaires diffusés pour une mise en œuvre efficace et réussie. On rentre par la partie un peu technique qui effectivement nous laissera penser que on gère une école comme un hôpital, c'est-à-dire un protocole sanitaire. C'est pas aussi simple que ça, mais évidemment il faut en parler puisque les protocoles sanitaires étaient attendus. Protocole sanitaire dont la version définitive est arrivée ce week-end avec des fiches thématiques. Ces fiches thématiques étaient cruciales puisque il faut un référentiel. On a besoin de référentiel dans cette reprise. C'est pas une rentrée scolaire au sens classique du terme, c'est une reprise dans un cadre de déconfinement progressif, dans un cadre de confinement, puisque le confinement pour beaucoup de monde restera la règle au niveau des salariés. Pour autant, pour reprendre le travail, un certain nombre de parents ont besoin que les enfants reprennent l'école et c'est probablement ça qui a motivé cette reprise, même si elle fait toujours polémique dans la communauté des élus locaux, avec des prises de position et puis des refus pour certains et d'autres beaucoup de questions, puisque la réalité, c'est qu'on nous demande de répondre à des questions alors qu'on gère l'incertitude. Alors, les fiches thématiques qui ont été diffusées par le ministère de l'Éducation nationale nous indiquent un certain nombre de sujets, le nettoyage et la désinfection, les sanitaires, l'accueil des élèves, les salles de classe, la gestion des circulations, la demi-pension, la récréation, les activités sportives et culturelles, l'enseignement spécifique et puis la thématique des personnels. On voit bien que s'il fallait détailler, il y a effectivement 54 pages sur le protocole sanitaire qui concerne les écoles maternelles et élémentaires. C'est un peu le sujet, hein, parce qu'on a aussi bien évidemment le secondaire avec les collèges et lycées, et toutes les contradictions qu'on va devoir gérer. Et puis un enjeu essentiel, c'est quel risque on fait prendre au personnel, que ce soit le personnel enseignant et puis le personnel de la collectivité, puisque c'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui gère les agents municipaux. Pour autant, on se retrouve tous dans des bâtiments et on va gérer du protocole sanitaire dans un bâtiment, alors que la vie d'une école, c'est pas la vie d'un hôpital. Voilà, je suis un peu généraliste sur le sujet, mais je pense qu'avant d'aborder des questions purement techniques qui sont détaillées dans le protocole sanitaire et qui en même temps ne répondent pas à la spécificité de chaque bâtiment, puisqu'on n'a pas les mêmes surfaces, on n'a pas la même organisation, on a des périscolaires qui sont dans les classes, on a des périscolaires qui sont en dehors de l'école. Donc, le protocole est une indication et il va falloir l'adapter à chaque école. Il va falloir l'adapter et discuter avec les personnels et notamment, je ne vois pas un redémarrage sans à minima un passage en CHSCT qui nous est précisé. Alors d'autres organisations, AMF, France Urbaine, ont aussi produit leurs recommandations sur lesquelles les personnels peuvent s'appuyer. HSCP par exemple. Sur Oui, ce Eric. point, voilà, je voudrais donc sur ce point, on a effectivement France Urbaine qui a fait un petit document
peut peut-être revenir à la page d'avant qui est intéressant. L'AMF a fait un document qui est aujourd'hui moins précis que le protocole de 56 pages, mais qui était antérieur et qui est complémentaire. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs choses. Bon, il y a un groupe de travail sénatorial qui a fait un travail tout à fait remarquable aussi. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs choses. Un, l'Académie nationale de médecine qui pose un certain nombre de règles, dont l'inutilité, selon elle, des prises systématiques de température à l'arrivée à l'école, au travail ou autre. Deux, le Haut Conseil de la santé publique, qui fait décidément un travail tout à fait remarquable, a remis bien avant le protocole, 3-4 jours avant, les conseils qu'on vous a mis ici. Et à ceci s'ajoutent deux autres choses qui ont été faites après le bouclage hier de ce PowerPoint. Un, une diffusion hier soir d'une circulaire. Alors, on est en d'autres temps, hein. Avant, on avait des circulaires avec des dates, des numéros de nord et des numéros de circulaire. Aujourd'hui, c'est une mise en ligne, ça s'appelle circulaire, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de numéro. Mais la date semble être le 4 mai, pardon, 2020, qui fait 19 pages et qui confirme un certain nombre de points. Je voudrais voir avec vous certains de ces points extrêmement rapidement. On a donc le fait que les enseignants qui assurent le service complet en présentiel n'auront pas à faire en plus l'enseignement à distance qui lui sera affecté. Ça ne concerne pas directement les communes, mais ça va quand même être important. Deuxième chose, le point de savoir si on n'ouvre pas les écoles est très discuté et on abordera tout à l'heure la question de savoir de ce que sont les pouvoirs du maire là-dessus, mais aussi ses responsabilités, avec là aussi des changements la nuit dernière. Mais ce qui est dans la circulaire, c'est un rappel du libre choix des familles d'envoyer ou pas leurs enfants à l'école, le fait que les services d'études ou tout ce qui est périscolaire, l'étude du rappel fait partie du péri, et uniquement si les locaux et les moyens de surveillance le permettent, que donc on a un cours en présentiel qui pourront avoir lieu un jour sur deux, voire 2 jours consécutifs sur 4, voire une semaine sur 2, donc beaucoup d'aménagements. Nous verrons tout à l'heure qui fait quoi entre le maire, le directeur d'école et le conseil d'école, et le fait qu'on aura bien, on le savait, mais chaque DAZEN, chaque directeur d'académie, qui va faire son plan de reprise d'ici au 11 mai, et avec une application des classes différentes selon les départements verts ou rouges. Et dans les départements verts, on est bien sur des reprises progressives, notamment pour les collèges, les classes de 6e et de 5e dans un premier temps. On n'a pas de changement sur l'année scolaire, c'est bien le 4 juillet. Donc, on a un certain nombre de rappels sur ce point. Autre changement hier, le Haut Conseil à la santé publique a également diffusé un autre document hier, avant-hier, je l'ai blogué hier, sur la réouverture des bureaux établissements recevant du public, qui peut tout à fait être intéressant d'abord pour les collectivités d'une manière générale, bien sûr, mais surtout qui est intéressant pour des salles qui serviraient éventuellement sur du périscolaire ou pour les bureaux qui ne sont pas ouverts au public, mais qui du coup sont utilisés, par exemple, je pense au nettoiement des locaux, des salles des profs, etc., où là, pour le coup, on n'avait rien dans le protocole de précis, et là, on a enfin quelque chose de précis. J'attire votre attention aussi sur le fait que aussi bien donc le conseil scientifique du Covid-19 qui a fait son propre document que le HCSCP peuvent différer sur certains points sur le nettoiement ou autre. Vous allez avoir parfois des préconisations différentes. Youpi, ça va vous donner de la marge de manœuvre en réalité
pour ajuster les choses et ne pas être considéré comme imprudent si vous avez répondu à l'une ou l'autre de ces recommandations, ce qui vous permet de vous adapter à des locaux qui, eux, sont en réalité très différents et des moyens humains que vous avez qui sont très différents d'une commune à l'autre. Deuxième paramètre, les études de ces temps derniers tendent à, y compris au niveau de l'OMS, à renforcer les risques, enfin l'analyse des risques sur la filtration de l'air. Et de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur le fait que le Conseil de la santé publique, l'Organisation mondiale de la santé ou autres avaient lancé dès mars des préconisations sur le nettoiement, le filtrage de l'air, tout ce qui est appareil de ventilation, avec des grandes inquiétudes sur les établissements de santé ou socio-médico-sociaux. Et on s'achemine, semble-t-il, vers un renforcement de ces règles. Donc, attention à bien nettoyer, renvoyer vers l'extérieur l'air au lieu de le recycler, prévoir des nettoiements de ces appareils et favoriser leur désactivation lorsque l'on peut au profit de ventilation. Mais pour celles des collectivités qui sont ultramarines, la question peut vraiment se poser. Je voulais attirer votre attention sur tous ces points et sur le fait que là, on a ce document de la HCSP, pardon, qu'on a voulu avec VK vous donner dans son entier. C'est celui qui est du, je sais plus, 27 ou 30 avril, je sais plus, parce qu'il est un peu différent de ce qui a été repris dans le document du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc Et ce on peut le sera passer envoyé rapidement. en PowerPoint demain, enfin suite à cette webconférence, on vous enverra le PowerPoint et les liens que vous retrouvez notamment sur votre blog, cher Eric, pour tous ces documents, pour retrouver facilement les sources. Avec un des sujets, parmi les sujets, si vous voulez, sur le fait que il faut ventiler, qu'il faut nettoyer, que si les locaux n'ont pas été utilisés depuis 5 jours, un nettoiement suffit, mais qu'ensuite il va falloir travailler à la désinfection d'un certain nombre de sites, sur le fait que les gants ont plus d'inconvénients que d'avantages. Tous les avis à peu près aujourd'hui convergent. En revanche, sur l'organisation de la restauration collective, c'est le grand foutoir. C'est-à-dire que vous avez autant de préconisations qu'il y a d'États et autant qu'il y a d'instances qui en fait. Et ce qui est intéressant sur la HCSP, c'est que plutôt que de faire des préconisations, ils sont contentés de dire, au Danemark, ils viennent avec leur repas, à Taïwan, les enfants déjeunent en place à la classe. En Chine, par exemple, ils ont plutôt eu tendance à mobiliser des stades. Les élèves y vont dans des pédibus adaptés ou sont en distance, et ils ont mis en place dans un grand nombre de cas des parois en plastique pour séparer les enfants qui mangent seuls. Je me suis même amusé à diffuser une photo qui est assez édifiante là-dessus. Voilà, où on est une espèce d'immense machin où ils sont tous dans des trucs carrés, enfin je veux dire, voilà. Bon, c'est orwellien à voir, mais si c'est protecteur, pourquoi pas, sauf que l'organisation des pédibus entre la sécurité routière, certes il n'y a plus beaucoup de bagnoles, mais c'est à revenir, et les distances, on a des vrais problèmes, notamment pour les plus jeunes des enfants. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'on ne va pas avoir les mêmes réponses partout, et c'est là où du coup la grille d'analyse des responsabilités qu'on verra tout à l'heure devient déterminante. Mais j'ai trop parlé alors que j'attendais tous les conseils d'Emmanuel. C'est logique, maître. Ce qui est évident, c'est que que... dans la vie, ne pas me donner du maître en public. Allez. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce n'était pas pour dire que les avocats parlaient beaucoup, c'est faux. Un directeur général des services peut aussi prendre trop la parole, simplement parce qu'en plus, c'est sur le terrain que ça va se jouer. Donc, ce qui est évident pour nous, n'est pas forcément pour les personnes qui se retrouvent à un moment à devoir appliquer un protocole. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs types de recommandations et en réalité peut générer de l'insécurité parce que en période de crise, ce qu'on nous demande souvent, c'est des réponses simples et claires. Et donc, à partir du moment où il y a plusieurs avis, c'est compliqué de choisir le bon, sachant que effectivement, on gère l'inquiétude. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, pendant la semaine de canicule en juin 2019, où aussi bien des enseignants que des agents communaux avaient des comportements opposés par rapport à la gestion de la canicule, parce que c'est des situations qu'on n'avait jamais vécues. Et ce que je voulais préciser, c'est que à partir du moment où on nous demande des réponses simples et qu'il y a plusieurs types
de conseil, ça crée aussi ça crée de l'incertitude. En tout cas, le protocole sanitaire nous indique une marche à suivre avec un nettoyage avant la reprise. C'était des questions, notamment que si le bâtiment n'a pas été utilisé pendant des semaines, il y a peu de chances que le Covid-19 soit encore présent sur les surfaces, sur les poignées de porte, etc. Et que donc c'est un nettoyage classique. Néanmoins, se pose la question ensuite, pendant l'occupation des locaux, du nettoyage approfondi, où il est précisé une première étape de nettoyage, une deuxième étape avec de la désinfection. Et là se pose une question classique auquel on a tous été confrontés. Avons-nous le matériel nécessaire et en quantité suffisante pour gérer toute la période avec les produits homologués qui correspondent bien à ce qui nous est indiqué dans le document? Et donc se pose la question des masques, et donc se pose la question du gel, et donc se pose la question des gants, se pose la question de la matérialisation au sol, se pose la question donc de la distanciation physique plutôt que sociale, parce qu'on a encore des relations sociales même avec une distance physique, et le personnel que l'on a, nous, à mobiliser, qui n'a pas de préconisation, n'a pas d'enfants à garder et qui est disponible. Et donc, l'un des éléments cruciaux dont nous n'avons pas la réponse aujourd'hui, c'est lundi, combien d'enfants rentreront à l'école pour les maires qui ont décidé effectivement que ça pourra bien démarrer lundi en concertation avec l'Éducation nationale. Et puis aussi, quels sont les profs qui seront alignés devant, excusez-moi l'expression, devant les enfants. Et tout ça va générer une organisation. Nous sommes le 6 mai, c'est lundi. On ne connaît pas forcément le nombre d'enfants. On ne peut pas répondre si les enfants retrouveront leur enseignant. Et effectivement, ce qui est important, c'est de connaître au sein de la collectivité le nombre d'agents mobilisables. Et puis d'avoir éventuellement d'ici là, et pour certaines communes, ils le font cette semaine, avoir eu un CHSCT avec des fiches de reprise d'activité par bâtiment qui soient avec un avis du CHSCT. Parce que on peut se retrouver à une position de blocage lundi, aussi bien de la part d'enseignants avec un droit de retrait que du personnel communal avec un droit de retrait. Même si ça peut être contestable, en tout cas, il y a la peur à gérer et on ne gère pas la peur par la pression. Ça ne sert à rien. Il faut à un moment mobiliser et puis la peur des parents. Et puis accessoirement, quelque chose qui me choque, c'est la peur des enfants ou en tout cas les questions des enfants. Parce que là, en l'occurrence, c'est comme les personnes âgées, les enfants sont chosifiés, ils n'ont pas d'avis. En tout cas, on ne leur demande pas. On va y revenir un tout petit peu plus loin, cher Emmanuel. Je reviens juste sur les questions de protocole, des questions qui nous viennent de nos auditeurs, à savoir si les protocoles sanitaires ça s'applique aussi aux locaux périscolaires. Alors, si on doit être en capacité d'accueillir plus d'enfants, est-ce qu'on ouvre un service périscolaire la journée pour tous les enfants? Est-ce que ce protocole s'applique suivant les locaux qui ne seraient pas forcément adaptés? Je pense que la question est double. C'est la capacité à faire avec les moyens que j'ai indiqués, c'est-à-dire le matériel, les produits, etc. La capacité en locaux, le personnel pour. Moi, à titre personnel, mais c'est à mettre en lumière aussi avec la responsabilité juridique, je dirais bah oui, parce que ce serait le risque sur le temps périscolaire et extrascolaire est pour moi le même que sur le temps scolaire. Donc la réponse, oui, il faut mettre en place les mêmes dispositifs. Sachant que ce qui est très curieux, c'est que depuis le début de la crise et donc depuis le 16 des collectivités accueillent des enfants dans des bâtiments scolaires, les personnels soignants prioritaires, et donc des animateurs, des ATSEM, des agents d'entretien font fonctionner des locaux scolaires depuis le début de la crise. On n'en a pas beaucoup entendu parler, on a trouvé ça normal, et soudainement, parce qu'effectivement on va avoir une reprise, se pose plein de questions qu'on ne s'était pas posées forcément avant, même si des protocoles avaient été mis en place avec les moyens du bord ou parfois avec le matériel quand effectivement certaines communes avaient pu anticiper et avaient eu la ressource nécessaire via leur fournisseur. Alors avançons J'y sur. reviendrai tout à l'heure sur la question de responsabilité. Oui, absolument, cher maître, absolument. Donc avançons sur les questions de protocole sanitaire, encore une fois, et assez rapidement sur les questions de prise de température. Alors peut-être Emmanuel à nouveau sur ces questions-là, comment mettre cela en place? Alors, les avis sont divergents sur la prise automatique ou systématique de température. Et puis, là, si vous cherchez à en commander, techniquement, il y a des produits à 7 € pièce et puis des produits des matériels à 70 € pièce. Donc, quand vous multipliez par X et que vous trouvez un fournisseur qui est capable de vous livrer, vous ne l'aurez pas forcément pour lundi.
Et puis, donc, il en faut au moins un par école. Là, c'est aussi une décision où on est dans le flou, puisqu'on a des avis divergents. Et puis, certains maires qui ont décidé que ce serait systématique et d'autres qui ont dit non, on ne le fera pas. De toute façon, se poseront que la question d'avoir le matériel. Si on ne l'a pas anticipé, ça va coûter très, très cher. Et puis, le délai de livraison, c'est comme les masques, ça va être un peu l'Arlésienne. Je ne répondrai pas sur la partie juridique de cet aspect. Eric, vous voulez ajouter justement un point de vue juridique sur la prise de température et ces dispositifs? Je souhaiterais agréger tout ceci quand je parlerai de la responsabilité. Parce qu'il y a une grille qui est celle de la Fauchon, il y a peut-être une nouvelle grille qui est celle d'un projet de loi en cours de discussion, et tout ceci va s'apprécier à cette aune-là. Donc je vous fais un peu de teasing là. Revenons à ce moment-là, absolument. Et on a déjà des questions sur ce sujet, mais du coup qu'on le réserve quand on va l'aborder très rapidement. Gérer la réouverture des écoles sur le terrain. Dites-nous, nous vous faisons réagir. Êtes-vous en capacité d'ouvrir le 11 mai? Petit sondage pour vous qui nous écoutez. Nous vous laissons quelques secondes pour répondre à cette question et ce qui nous donnera une idée. Et puis nous en débattrons par la suite. Cher Emmanuel, vous l'avez déjà évoqué, alors vous évoquez une différence entre gestion du risque et gestion de l'incertitude. Dites-nous en plus sur ce sujet. Alors, on est plutôt habitué à gérer du risque. Il y a de la norme, il y a de la jurisprudence, il y a du référentiel professionnel, il y a l'expérience qui font que quand on accueille des enfants dans un lieu scolaire ou périscolaire, eh bien, on est censé en tant que professionnel connaître cette gestion du risque. La réalité, c'est que le Covid nous emmène dans un espace-temps complètement différent de la gestion du risque, ce que j'appellerais de la gestion de l'incertitude, dans lequel il y a du risque. La gestion de l'incertitude, ça veut dire très concrètement, digérer tous les jours la quantité énorme de documentation, d'indications, de normes, de circulaires, et là, cette prédigestion et cette digestion avec des changements tous les jours, parce que depuis concrètement le début du confinement, on sait bien que ça a été évolutif. C'est très angoissant et déstabilisant, puisque la vérité du jour peut être balayée le lendemain. Et donc, on n'est pas une société qui est habituée à gérer de l'incertitude, même si la vie est incertitude. On est une société qui a l'habitude de gérer du risque et qui se réfère à la norme. D'ailleurs, on dit que l'excès de normes rend idiot. C'est un propos que je tiens souvent parce que ça ne fait pas appel à l'intelligence collective et puis à l'intelligence du terrain. Et c'est là où, effectivement, le début de mon propos était de dire on ne peut pas gérer une école comme un hôpital avec des protocoles d'hygiène beaucoup plus stricts et que ça ne se fera pas sans les adultes et sans les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'adaptation, il y a un moment d'apprentissage, qui font partie des apprentissages de la vie, dans une situation qui n'y était une situation impensée, c'est-à-dire cette gestion de pandémie, même si elle était possible, on savait que ça pouvait arriver. On n'a pas cette expérience-là en Europe et on a bien vu les différences de comportement entre les pays d'Asie qui ont vécu des pandémies et puis nous qui avons fait comme si ça n'allait jamais arriver. Tel est mon propos. Nous gérons de l'incertitude, ça veut dire que nos référentiels de travail doivent se baser un moment sur l'intelligence collective et pas attendre d'en haut que tout va arriver. Sinon, on ne fait rien. Alors, petit résultat de notre sondage, et dans cette incertitude, la majorité ne se sent pas prêt, pas en capacité d'ouvrir le 11 mai à 62%. Est-ce que cela vous surprend, cher Emmanuel? Qu'est-ce que cela vous inspire? Je pensais qu'il y aurait plus de non. Mais bon, aussi. On a des réalités de bâtiments, de sociologie de population, de territoire, etc., radicalement différentes. C'est pas la même chose d'être dans une intercommunalité rurale avec un ramassage en bus pour pouvoir aller dans l'école intercommunale que d'être en milieu urbain où il faut simplement aller à pied à l'école. Les moyens en termes de bâtiments, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Bon, en tout cas, ça montre bien que le 11 mai est une utopie pour quasiment les 2/3 des sondés, et en tout cas une réalité concrète. Quand je dis une utopie en termes d'ouverture, ce qui vous avait été donné
dans le calendrier par le président de la République. Et là, concrètement, pour 62% des participants, ça ne va pas ouvrir le 11 mai, ou en tout cas, on n'est pas prêt. Et on est le 6 mai. Comment gérer les inquiétudes de chaque composante de la communauté éducative et j'inclus votre réflexion suivante, c'est-à-dire que les valeurs éducatives sont-elles aussi des outils pertinents pour gérer cette crise? Alors, en réalité, on pourrait dire, et j'assume parfaitement ce que je raconte là, on n'est pas en urgence de reprise. Autant on était en urgence de confinement parce que c'était la méthode qui a été retenue dans les circonstances, étant donné notre moyen de préparation face à une pandémie. Être dans l'urgence pour réouvrir me semble contre-intuitif. Il faut réouvrir un maximum tout de suite pour que l'économie reprenne, certes, sauf que une école ne fonctionne pas comme ça. Une école, c'est une communauté éducative, c'est censé être un partage de valeurs, c'est censé être sur des valeurs d'écoute, de coopération, de pédagogie, de contractualisation, c'est-à-dire on discute, on se met d'accord et on met en œuvre. Et donc ce temps-là, il est indispensable. Et c'est pour ça que je disais, on fait pas repartir une école comme avec un protocole qui correspond à un protocole sanitaire et d'hygiène d'un hôpital, comme ça, parce que d'abord on n'a pas l'habitude, parce que les enfants qui sont au centre du sujet, à un moment, on les a oubliés, mais il va falloir prendre le temps avec les parents et les enfants d'avancer de manière volontaire et avec un protocole qui est connu de tous. Et il y a le temps de la pédagogie. Dire ça, c'est incompressible. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas urgence à déconfiner, même s'il faut déconfiner. Bien sûr, on est pour le déconfinement, ce n'est pas le sujet, mais ça se fait pas sans l'assentiment de l'ensemble des composantes et un accord de l'ensemble des composantes de la communauté éducative. L'éducation nationale ne peut pas seule le décider, la commune ne peut pas seule le décider. Et puis encore une fois, il y a les enfants. Les enfants, c'est le cœur du sujet. Voilà. Bon, sur la parole des enfants et des jeunes, peut-être comment les impliquer dans cette réouverture, contribution commune au déconfinement? Alors, comme les personnes âgées, ils sont chosifiés actuellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avis. Dire que ce soit dans les maisons de retraite, les EHPAD, on gère des chiffres effrayants. Et puis là, les enfants, il va falloir effectivement chercher à avoir leur adhésion. Et l'adhésion passera aussi par les parents. Et nous avons un enjeu, et notamment, il y a des choses qui sont, de mon point de vue, complètement contre-intuitives. Oui, effectivement, les enfants qui sont en difficulté scolaire, il faudrait qu'ils reprennent, mais ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus structurés pour pouvoir intégrer tout de suite des contraintes beaucoup plus fortes qu'en période non confinée. Et donc, il faut aussi le soutien parental. Et donc, même si c'est une urgence sociale que des enfants puissent reprendre l'école dans certains cas, et même quand ce ne sont pas des enfants en difficulté, il y a des parents qui sont en difficulté quand ils sont tous les deux en télétravail avec des gamins, un gamin CP, etc., qui n'est pas autonome dans ses apprentissages. Il y a des parents qui ont jeté l'éponge et il ne faut pas qu'ils se culpabilisent. Et donc ça, on est confronté concrètement. Mais la parole des enfants et des jeunes dans la reprise me semble indispensable parce que leur adhésion à un protocole sanitaire va être indispensable parce qu'on ne pourra pas être uniquement dans la discipline parce qu'il y aura eu des transgressions, parce que c'est rigolo. Non, il faut qu'ils aient intégré ça. Et on ne peut pas mettre en difficulté les enseignants non plus face à des enfants qui ne seraient pas dans l'adhésion à ce protocole. Donc la parole des enfants et des jeunes est à travailler, est à recueillir. Et donc l'adhésion des parents à une reprise ne veut pas dire automatiquement, c'est un gage indispensable à l'adhésion des enfants quand ils vont arriver. Alors c'est possible, hein, les enfants sont capables de raison, parfois bien plus que les adultes, et de pas forcément céder à l'affolement, mais clairement, on est dans un impensé social de cette crise. Il faut que les enfants, effectivement, soient intégrés systématiquement à l'adhésion à la reprise. Merci, cher Emmanuel. Techniquement, ça nécessite aux professionnels de travailler là-dessus, évidemment, et ça passe par la parole. Merci. Passons réouverture au nom des écoles. Alors, quelles responsabilités, quels risques encourus? Nous en avons
introduit le sujet, cher maître, effectivement, beaucoup de questions se posent, à la fois tout d'abord sur la responsabilité des maires, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, quel risque si on prend des arrêtés pour ne pas rouvrir, ou en tout cas rouvrir qu'en septembre, quelle est la responsabilité sur le périscolaire, et puis au-delà, quels sont les risques des différents acteurs, pas seulement les élus, du déconfinement de ces écoles. Alors tout d'abord, effectivement, le maire qui refuse de procéder aux ouvertures. Alors effectivement, il y a des tas de nombreux maires ont annoncé vouloir fermer l'école ou refuser la restauration collective. En voici un exemple qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Il y en a eu beaucoup d'autres. Et ceci était avant les annonces, effectivement, franciliennes, ultramarines, notamment guadeloupéennes, etc. Ensuite, page suivante. Donc, on a... une question. Et après, j'aborderai le droit. Et ensuite, vous commentez les résultats et on aborde toutes ces questions. Dites-nous, la responsabilité des ouvertures doit-elle être partagée entre l'État et l'échelon local? Alors, Emmanuel nous en a déjà parlé et déjà dit, je dirais, ses recommandations à ce niveau-là. Beaucoup de choses se passent en tout cas à l'échelon local, mais dites-nous sur cette question de responsabilité, et nous commentons les résultats et abordons ces questions de responsabilité plus en détail. Alors, voyons les résultats de ce sondage dans un instant. Alors voilà, oui à 78%, non à 22%. Donc il y a pour gestion décentralisée, adaptée à l'échelon local de cette responsabilité. Cher Eric, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, ça m'inspire plusieurs choses. Premièrement, qu'il y a un sens des responsabilités évident, puisque les gens prennent en charge, et beaucoup se disaient à peu près prêts. J'imagine que dans les zones où on est en urbain dense, qui est en rouge, on doit être sur des taux plus faibles. Mais que la question de la responsabilité, il y a l'idée de se dire, je ne vais pas aller seul au casse-pipe, quoi. Bon. Alors justement, revenons sur le diaporama, car cette question de responsabilité est un sujet juridiquement assez précis. Premièrement, il y a la question qu'on a évoquée tout à l'heure sur la pause méridienne, on a évoqué aussi la restauration collective, on a évoqué les études. Tous ces services publics sont juridiquement facultatifs, sauf aujourd'hui pour les enfants des personnels prioritaires, mais comme l'a dit Emmanuel, c'est pas nouveau, monsieur le DGS. Alors ensuite, le protocole sanitaire d'ailleurs final est relativement souple là-dessus, ce qui est une manière de dire flou. Deuxième chose, je peux aussi dire ouais, non, moi je ferme l'école. Si je ferme l'école, j'ai un petit problème juridique quand même. C'est-à-dire que si l'accès dans le code de l'éducation, si l'accès aux locaux ne peut plus être assuré dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes, d'accord, ça peut relever du maire de le prendre, mais avec accord de l'inspecteur d'académie. Donc le maire qui va dire, je sors mes gros biscottos juridiques et je dis que je ferme, d'ailleurs j'ai le droit, bah ouais, mais enfin, il faut regarder le code de l'éducation, j'ai le droit dans un régime de quasi-codécision pour un juriste, c'est-à-dire accord de l'IA. Bref, on n'est pas dans des conditions parfaites. Si en revanche, page suivante, on voit les voies de contournement qui sont possibles là-dessus, on peut se dire, ah bah moi, c'est pas que je ferme l'école, c'est je fournis pas le savon. Là, les règles, par exemple, hein, c'est le grand classique, ou le personnel de nettoiement, etc. Ou j'incite mes personnels à utiliser leur droit de retrait. Là, la responsabilité va être très différente. C'est-à-dire que imaginez que je fasse pas ce qu'il faut au point que l'école fonctionne mais mal, alors là j'ai tout loupé parce que je vais avoir pas respecté les normes et néanmoins si l'école ouvre, les familles risquent d'avoir des cas de contamination
des cas de mauvaise gestion d'une urgence quand un enfant est diagnostiqué ou un adulte est diagnostiqué. C'est plus sur les adultes qu'on a des craintes, bien sûr, parce qu'il y a plus de cas de mortalité. Et donc, on va se retrouver dans ces cas-là à avoir commis, nous, une faute. Si en revanche, l'administration de l'éducation nationale fait son boulot, c'est-à-dire fermer l'école quand les conditions ne sont pas faites, on va me dire que j'ai commis une illégalité, mais j'ai pas beaucoup de risques dans ma responsabilité pénale, à un bémol près que j'évoquerai tout à l'heure, qui sont les enfants en situation de maltraitance dans leur famille. En revanche, attention à un danger. Si l'école ne peut pas rouvrir, que l'inspection d'académie est d'accord, que j'ai un acte en codécision, situation dont la page précédente, franchement, avant qu'une entreprise aille me demander une indemnisation, il y a de la marge. Dans le cas où je suis là, un maire dit « je ne fournis pas les conditions », alors que l'éducation nationale estime qu'on pouvait rouvrir en respectant peut-être une version stricte du protocole. Qu'est-ce qui peut arriver? Je pourrais très bien avoir des parents qui disent bah, « moi, ça m'a interdit de bosser et je suis professionnel libéral, je suis indépendant, je suis livreur, bref, des gens payés à la tâche, livreur façon Deliveroo ou autre. Et là, je demande indemnisation. » Deuxième hypothèse, l'entreprise demande indemnisation. Je suis une très grosse commune, et la grosse usine du coin dit, alors pas dans le contexte de l'urgence sanitaire actuelle, ça serait trop mal vécu, mais elle a 4 ans pour demander son pognon à l'entreprise. Hein. Donc dans 1 an ou 2, à propos, on va commencer à discuter. Moi, j'ai pas pu fonctionner. La perte de chiffre d'affaires était d'1 million d'euros, mais je suis gentil. Je vous en demande que 10% au motif que votre erreur pouvait être un peu compréhensible. N'oubliez pas ce genre de risque. Il est peu probable, il n'est pas pénal, mais financièrement, il n'est pas à oublier. Si on regarde ensuite à la page suivante, on peut aussi avoir une autre manière pour le maire d'agir. Oh, je vais sortir mes pouvoirs de police. Sauf que les pouvoirs de police en période de Covid-19, c'est très très important pour le préfet, mais les pouvoirs de police du maire ne sont calibrés, c'est l'arrêt commune de Sceaux du 17 avril que voici, dont tout le monde a parlé, et le Conseil d'État a été tout à fait constant sur ce point. Le maire n'a de pouvoir de police général en période de Covid-19 au nom du Covid-19 que pour répondre à des circonstances particulières propres à sa commune. Donc la plupart du temps, il y a eu des annulations, il y a eu quelques validations hein, sur le refus d'accueil de nouveaux arrivants dans les communes touristiques, par exemple, une décision du Stade de Grenoble il y a quelques jours. Mais ça veut dire que si vous dites « je vais annuler », non pas au titre de ma compétence municipale, parce que là, il faut l'accord de l'IA, mais au titre des pouvoirs de police, ce qui est plutôt malin, il faudra trouver des circonstances particulières. Il ne faut pas dire « ah, je ne m'en sors pas ». Il faudra des circonstances particulières. Donc, si je suis une commune avec des circonstances particulièrement épouvantables ou que les agents ont utilisé le droit de retrait, etc., je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Ça veut dire aussi que il y a des employeurs qui vont s'opposer en ayant le contournement par la coordination avec les syndicats sur l'usage du droit de retrait, évidemment, parce que là, le risque indemnitaire que j'évoquais tout à l'heure devient de 0. Voilà, mais non, je ne l'ai pas dit. Ensuite, la page d'après, c'est ceci dit, il faut comparer les risques. Le risque financier que j'évoquais tout à l'heure, il existe. Je ne peux pas ne pas dire qu'il existe. Je veux dire, notamment sur un très gros employeur qui n'aurait plus rien à perdre. Je pense à un liquidateur d'une usine, par exemple. Vous voyez, il n'a plus rien à perdre. Le mec, il demande du pognon. Voilà. Bon. Mais ce risque reste faible. Le risque d'annulation de la décision du maire de fermer l'école tout seul ou de l'arrêté de police du maire, oui, ok, ça reste juridique. Mais enfin, il y a des maires qui sont contents d'avoir ce genre de risque juridique. Ça leur permet de montrer qu'ils voulaient protéger la population, les agents. L'effet d'une annulation, même en référé devant le juge administratif, il y a des maires que ça traumatise, d'autres qui s'en moquent. À chacun de voir.
Alors que le risque pénal que l'on va voir maintenant, d'une mauvaise gestion, n'est pas à sous-estimer. Il n'est pas si énorme que ce que je vois en ligne sur les réseaux sociaux, mais il n'est pas à sous-estimer. Et donc, vous le voyez, les chemins d'un refus de mise en œuvre de l'ouverture de l'école sont pas si énormes que ça, mais le risque de mal le faire peut conduire à prendre des décisions même illégales, on s'en fout, parce que vaut mieux ça que du pénal. Passons à la page d'après, justement, sur la gestion de tout ceci en pénal. Première chose, ne pas faire ce qu'ont fait certains maires. Et là, vous voyez l'exemple d'un maire qui envoie un mail pour inviter à une réunion dans une salle polyvalente de 360 personnes pour expliquer la sortie du confinement. Ce maire a intérêt à être dans une zone très verte où il n'y a pas un seul cas. Deuxième hypothèse. Ensuite, maintenant abordons les questions juridiques. Premièrement, qui va être en charge de cela? Eh bien, c'est la commune ou l'interco, selon qui a la compétence. Il s'est trouvé un DAZEN pour dire l'inverse à des réunions avec les maires, mais évidemment, le principe, c'est l'intercommunalisation, vos transferts de la compétence. Il y a des exceptions à cela sur les questions d'inscription scolaire et encore, mais non, c'est bien l'interco. Ensuite, on passe rapidement pour arriver à la question suivante qui est celle de la responsabilité. Donc là, de mémoire, il y a 1 ou 2 pages à passer. Allez, hop, on passe. Alors, ce qui veut dire, cher Eric, je Oui. résume, dans le cas d'une compétence intercommunale, si il y a volonté de fermer, enfin de ne pas ouvrir l'école, cela se passe au niveau de l'interco et non pas au niveau communal. Pour moi, il n'y a pas photo et c'est un point qui peut être très important. Pourquoi? Parce que une petite commune n'aura pas les mêmes arguments qu'une grosse interco quant à ses difficultés techniques. 2, le dialogue syndical n'est pas le même. 3, je peux avoir en interco un découpage de la compétence. Nous sommes en phase de transfert des compétences depuis la LOM sur le transport, mais en attendant les mouvements à venir, et notamment des délibérations à venir pour les communautés de communes, on a encore beaucoup de petits syndicats de transport scolaire, par exemple, qui peuvent très bien avoir une autre politique que la commune ou l'interco qui, elle, va gérer l'école. Vous voyez? Et là, on va se retrouver, mais alors, gros gens comme devant. Et puis, dernière chose, cela veut dire aussi que le maire peut avoir un pouvoir de police en n'ayant plus la compétence scolaire. Et là, on a une déconnexion entre les 2 éléments que je citais tout à l'heure. Alors ensuite, responsabilité, ça doit être la celle d'après ou celle encore d'après. Premièrement, voilà, il faut se souvenir que pour le quotidien, il y a des compétences respectives du directeur d'école, du conseil d'école, mais le conseil d'école a une partie de sa vie qui est suspendue par l'état d'urgence sanitaire, et la compétence municipale. Je voulais vous rappeler, dans le replay, vous pourrez prendre le temps de décortiquer ce tableau, mais j'accélère pour passer à la responsabilité. Sur la responsabilité, premièrement, il faut avoir à l'esprit que le A. Voilà. Posons cette question et ce qui va nourrir vos réflexions, cher Eric. Dites-nous, avez-vous peur pour votre responsabilité, quel que soit d'ailleurs le cadre de votre action? Dites-nous si vous craignez d'engager votre responsabilité. On a beaucoup de questions, hein, alors j'anticipe, hein, cher Eric, et vous certainement vous nous en direz plus. Par exemple, si le nettoyage est effectivement fait par une interco, s'il y a une épidémie au sein de l'école, la responsabilité est-elle engagée au niveau de l'interco, au niveau du maire de la commune qui a laissé ouvrir sa commune? Est-ce que la responsabilité est-elle pénale? Voilà, on a beaucoup de questions liées évidemment aussi à cette question de la responsabilité. Alors, résultat de son sondage, oui à 85%, donc évidemment ça génère beaucoup d'inquiétudes, c'est légitime, on s'en doute. Cher Eric, je vous laisse commenter cela et puis poursuivre hein, dans vos réflexions. Revenons justement sur le diaporama parce que je pense que vous avez raison d'avoir peur pour votre responsabilité dans le principe, parce qu'il y aura des actions, parce que les gens vont se faire engueuler.
mais au bout du bout, le risque pénal reste en réalité relativement faible à mon sens. Je vais vous dire pourquoi. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le droit évolue. Pour l'instant, s'il y a des responsabilités à engager au titre des actions ou des inactions covidiennes, la grille, c'est la loi Fauchon d'il y a 20 ans, qui nous dit, bon, bah voilà, soit je suis la cause directe du préjudice et j'ai regardé si j'étais négligent ou imprudent, soit j'ai violé de manière délibérée une obligation particulière de sécurité qui peut entraîner un risque grave et immédiat pour autrui, schématiquement. Et là, bah, c'est pareil. Donc là, c'est le non-respect des normes de vissage au sol ou de contrepoids pour les équipements sportifs, c'est les non-respect des normes de ralentisseur au sol pour ce qu'on appelle les gendarmes couchés, etc. Ok, très bien. Mais ce qui est nouveau dans la loi Fauchon, c'est dans les autres cas, si je ne suis pas la cause directe du préjudice, et si je n'ai pas violé une règle identifiée de sécurité, une norme obligatoire, prenons le cas des masques, il y a une distinction entre les normes AFNOR, ok, très bien, et les normes obligatoires. En matière de masques, vous avez des normes obligatoires, oui, très bien, pour des opérations de santé, pas pour le quotidien. Pour le reste, c'est des normes indicatives, donc ne pas les respecter n'entraîne pas l'embastillement ou la mort immédiate. Non, il y a plus la loi Badinter, l'emprisonnement immédiat. On est dans des cas, dans le dernier cas, est-ce que j'ai des fautes caractérisées qui peuvent m'être reprochées? Mais la jurisprudence a vite tendance à trouver des fautes caractérisées. Il n'empêche que entre avant et après cette loi, notamment auteur d'appel, il y a quand même beaucoup de maires qui ont été relaxés parce que peut-être qu'ils auraient pu être plus prudents, mais ils n'avaient pas commis de fautes caractérisées et les normes qu'ils avaient violées étaient des normes indicatives et pas impératives. Bon, je te citais les équipements sportifs tout à l'heure, panneau de basket, norme impérative, piste de skateboard, norme indicative. C'est comme ça. Bon. Eh bien, passons, mais le Sénat a adopté cette nuit un texte qui reviendrait à dire, alors, qui dit, je peux être condamné que pour une faute, dans la période du Covid, que pour une faute volontaire, oui, bon, voilà, rien ne change, que pour une négligence, une imprudence dans le cadre de la loi Fauchon, rien ne change. Quand j'utilise mes pouvoirs de police, et l'énumération s'arrête là. Ce qui veut dire en creux que par contre, quand je suis le gestionnaire du service, scolaire par exemple, d'où la pertinence de la question de Julien Prévoto tout à l'heure, selon que j'agis au titre de mon pouvoir de police ou de la gestion, en l'état du droit aujourd'hui au Fauchon, c'est pas le même qui agit, mais la protection juridique en matière de responsabilité est exactement la même. Là, on induirait une différence qui n'est pas nouvelle. On retrouve un truc un peu comme ça pour la GEMAPI, par exemple, où on n'aurait pas la même protection. Si j'agis au titre du pouvoir de police, finalement, j'applique la loi Fauchon et la nouvelle loi qui serait votée change rien en réalité sous couvert de changer quelque chose. Donc, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, pour le cas. Mais je ne pourrais être condamné que pour les fautes intentionnelles, et je n'appliquerai donc plus la grille de Fauchon quand j'agis comme gestionnaire du service. Ce qui, pour les établissements sociaux, médico-sociaux, pour les établissements publics de santé et là, le scolaire par exemple, ou le maire en tant qu'employeur, autant de cas où on n'agit pas au titre des supports de police, change complètement la donne. Regardons ce qu'il en est au titre de la loi Fauchon. Si jamais, par exemple, je n'arrive pas à respecter une règle de sécurité, le magnifique protocole qu'on nous a pondu est aujourd'hui une norme indicative. Nous sommes bien dans le dernier cas, celui qui est en bas de la du diapo que vous voyez, de la diapositive que vous voyez, c'est une faute caractérisée parce que la norme, l'obligation de prudence et de sécurité n'est pas une norme aujourd'hui impérative, il n'est pas écrit vous avez l'obligation de faire ça, c'est une norme. Simplement, dès qu'on va sortir de la norme de ce protocole, on a intérêt à sérieusement justifier pourquoi on en sort, parce que toute violation de cette règle va être considérée vite comme une faute caractérisée par un juge. Sauf si on fait autre chose, parce que j'ai le Haut Conseil de la Santé publique, l'OMS, le Conseil scientifique Covid-19 qui me conseille autre chose. Par exemple, d'autres règles plus prudentes sur tout ce qui est ventilation mécanique, notamment pour nos amis ultramarins, qui est un point vraiment sur lequel j'attire votre attention. On va se retrouver du coup dans des domaines
où j'ai une marge de manœuvre, j'organise ou pas ma restauration scolaire, les normes dans les transports, par exemple, si je ne fais pas la purge de l'eau quand j'arrive dans la mise en route des locaux. Là, tout le monde le dit, je ferai une faute caractérisée. Si je dis je n'ai pas les moyens d'organiser la restauration scolaire ou je l'organise de telle ou telle manière, j'ai par norme impérative, j'ai en l'état de la loi Fauchon de condamnation que si j'ai fait une faute caractérisée, genre j'ai mis les gamins par paquet de 12 et là évidemment que c'est une bêtise, mais si j'ai réaugmenté les distances sanitaires qui dans le protocole sanitaire ne sont que de 1 mètre, très court hein, par rapport à ce qu'on voit ailleurs, alors on est bon. Si j'ai évidemment mis les gamins tous les 50 cm, évidemment que là je commence à prendre un risque au pénal. Mais je voudrais, par contre, ce risque disparaît si j'ai la loi qui passe en l'état au Sénat, sauf à considérer que mes actions sont des actions délibérées, volontaires, ce qu'elles risquent vite de devenir, le juge pénal voulant quand même qu'il y ait des coupables au bout du rang. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, tout ceci, c'est un peu théorique. Oui, c'est un peu théorique. Pourquoi c'est théorique? Parce que le risque sanitaire d'un gamin qui chope le Covid est réel peut-être, mais il l'aura ensuite transféré à sa grand-mère qui décédera et donc j'aurai réellement un mort. Mais vous voyez bien que là, il y aura un problème de preuve. Alors, le problème, c'est que quand un avocat vous dit qu'il y aura un problème de preuve, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la mise en examen et 2 ans de votre vie pourris le temps que l'instruction aboutisse. Mais la plupart du temps, on sera tellement sur des impossibilités de savoir où les gens ont chopé le Covid qu'il y aura probablement peu de mise en examen à ce stade. Sauf à pouvoir avoir des phénomènes statistiques, genre il n'y avait rien dans la commune et tout est venu par l'école. Vous voyez, ça va être des cas rares. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en désintéresser, puisqu'on est tous là pour protéger la population, mais surtout s'agissant des enfants, on y pense avec une singulière vivacité. Mais voilà, il y aura un problème de preuve. Par contre, s'il faut commencer à serrer les domaines où on va devenir parano et ceux où on sera un peu moins parano, eh bien, quels sont les cas où je peux être la cause directe du préjudice? Quels sont les cas où j'ai une norme identifiée? Et dans les autres cas, je ne vais pas dire qu'il faut une moindre vigilance, mais j'ai plus de marge de manœuvre. Prenez un exemple. Du coup, comment j'organise ma restauration scolaire? Je n'ai pas de norme identifiée. Vous voyez que j'aurai là pour le coup des sacrés problèmes de preuve. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je fasse n'importe quoi, mais ça veut dire que j'ai beaucoup de marge de manœuvre en réalité, sous réserve de montrer que j'étais prudent et que si jamais demain j'ai des jugements, ils seront plus sur le tribunal médiatique que sur le tribunal des hommes. Mais le tribunal médiatique peut être beaucoup plus sévère que la justice des hommes est plus rapide et plus injuste. En revanche, les domaines où j'ai des normes identifiées, précises, où tous les protocoles convergent, zéro risque ou alors je n'ouvre pas. Ça sera le cas par exemple de la désinfection des poignées de porte, voilà, évidemment. Bon, voilà. Le respect des distances de sécurité, juste, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est est-ce que c'est 1 mètre, 1,50 m ou 2 mètres. Mais le protocole minimum dit 1 mètre, on respecte les 1 mètre, il ne faut pas déconner. Est-ce que je me fais un marquage au sol, pas marquage au sol? Bon. Par contre, là où on va commencer à être sur des choses où là, il ne faut pas déconner, c'est par exemple les protocoles quand quelqu'un, notamment un adulte ou un enfant, mais sur un adulte, ça se voit plus en fait, a le Covid. Parce que là, si je suis négligent, ça se verra. Ce n'est pas un risque sanitaire, il n'y a pas de point de preuve. Je n'ai pas respecté, j'ai une norme précise, je ne la respecte pas, et là j'ai une preuve, un lien, les juristes disent d'imputabilité qui est très clair entre je n'ai pas pris soin de quelqu'un qui présentait des signes, et derrière il a pu contaminer, et là il n'y a plus de problème de preuve. Et en plus, j'ai une norme identifiée que je n'ai pas respectée. Et là, le risque juridique est pour le juriste infiniment plus grand, alors même que ce n'est pas forcément le plus compliqué en plus à mettre en œuvre que ces protocoles d'identification de quelqu'un qui aurait le Covid.
C'est sur ces points-là que vraiment je voudrais attirer votre attention. Et si la loi passe telle que le Sénat le rêve, alors pour l'instant on a un jeu de dupes. Le gouvernement dit ah mais non, il faut en rester à la loi Fauchon, mais le gouvernement de toute manière ne peut pas porter lui-même ce genre d'assouplissement parce que sinon il se fera engueuler par tout le monde, par tous les parents sur les réseaux sociaux. Et le Sénat est dans son rôle en protégeant son corps électoral qui sont les élus. Ok, très bien. Donc ça veut dire que est-ce que le gouvernement va se battre à l'Assemblée contre ce qu'a voté le Sénat ou pas? On n'en sait rien, puisque au fond le gouvernement n'est pas forcément contre. Il peut pas dire il peut pas forcément dire qu'il est pour, c'est tout. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé avec la loi Fauchon il y a 20 ans. La loi Fauchon, notamment dans les débats parlementaires, était très claire sur le fait qu'il fallait que la faute caractérisée soit une faute vraiment très grave pour entraîner la responsabilité des prévenus. Et finalement, le juge a donné des coups de vis plus durs contre les gens qui avaient commis des infractions de négligence ou d'imprudence qu'on ne le supposait initialement. Donc même si la loi passe telle que le Sénat l'a rêvé et voté hier, restez bien dans un sentiment d'une absence d'impunité parce que le juge sera là pour donner le contenu qu'il voudra bien donner à cette loi quand bien même elle passerait. Merci, cher Eric, parce que c'était très très important ce que vous venez de nous dire. Alors, il est midi légèrement passé. Nous allons prolonger d'un petit quart d'heure, pas plus parce que nous ne pourrons pas, mais prolongeons un petit peu puisque c'est important de finir nos développements. Et j'aimerais qu'on fasse une petite session de questions-réponses à la volée, puisque nous avons énormément de questions à la fois d'ordre juridique et également pratique, donc qui sollicitera nos deux intervenants. Donc concrètement, Eric, ce que vous recommandez, c'est une vigilance maximale pour se couvrir d'une certaine manière. Oui. Vous identifiez les cas où vous pouvez être la cause directe d'un préjudice où il y a une norme identifiée, et dans ces domaines-là, vous appliquez une sécurité maximale, et si vous ne le pouvez pas, à la limite, mieux vaut fermer l'école. Fermer l'école, c'est soit avec l'accord de l'inspection d'académie, soit au titre de vos pouvoirs de police. Si vous le faites au titre de pouvoir de police, à des chances ou des risques de ne pas être légal, mais après tout, on s'en fout, ou on contourne l'obstacle, et plutôt que de ne pas livrer le savon qui risque d'être considéré comme une faute de votre part et qui médiatiquement sera très mauvaise, il vaut mieux dans ces cas-là jouer la carte du droit de retrait des agents parce que ça ne pourra jamais vous être reproché et en accompagnant les agents dans leur droit de retrait. Mais dans ces cas-là, tout en expliquant bien ce qui se passe. Je voudrais attirer votre attention aussi sur un point, c'est que on ne sait pas si les parents maltraitants vont être ceux qui vont se débarrasser de leurs enfants en les renvoyant à l'école ou au contraire les garder pour pas qu'on voit les bleus qu'ils ont sur le corps. Je suis désolé d'être aussi cru dans ma démonstration, mais c'est la vérité. L'histoire nous tend à penser souvent que les parents maltraitants n'hésitent pas à envoyer leurs enfants à l'école, même quand il y a des traces, et qu'ils sont surtout dans le rejet et dans l'envie de se débarrasser. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un enfant qui devait aller à l'école, qui ne va pas à l'école et qui donne lieu à un matricide ou un parricide dans les jours qui viennent, parce que non seulement il pourrait y avoir un cas de responsabilité, mais même de sentiment de culpabilité pour les décideurs locaux concernés. Donc ça veut dire que ceux qui ferment les écoles doivent au minimum, pour leur responsabilité, pour les enfants, mais aussi pour ne pas vivre avec un calvaire de culpabilité dans les 10 ans qui suivent, essayer de faire ce qu'ils peuvent. C'est très difficile. On ne fait pas grand-chose dans les consultations à distance au téléphone pour les acteurs travailleurs sociaux, oui, je sais, mais qu'au moins ils suractivent leur travail sur les suivis des enfants où il y avait des risques de maltraitance ou les familles pour lesquelles on sait qu'il y a des difficultés, en lien avec la Sécu ou la MSA, etc. Enfin, avec ce qu'on peut, pour penser à cet aspect-là qui est tout, dont on ne parle jamais, alors que c'est, enfin très peu, alors que c'est un des aspects qui est quand même une des raisons pour lesquelles aussi il y a eu ces souhaits de redémarrage.
Merci, cher Eric. Emmanuel voulait dire un truc là-dessus. Oui, Alors, cher Emmanuel, et je rebondirai sur une question d'ailleurs qui est en lien. Je vous en prie, Emmanuel. d'une part, là, le signalement des enfants en danger ou déjà repérés, c'est un sujet qui a aussi fonctionné depuis le début du Covid, parce que les urgences sociales, elles, ne se sont pas arrêtées. Et donc là, il faut effectivement que les les professionnels se causent. Juste pour rebondir sur la notion de la gestion du risque, on a un exemple où on est un peu comme non pas dans un hôpital, mais on a des protocoles à respecter tous les jours. C'est évidemment la restauration scolaire avec les contrôles d'hygiène. Il faudra, par rapport au protocole sanitaire qui a été donné, je pense pouvoir matérialiser les contrôles, c'est-à-dire se dire tous les jours, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK, dater, signer, et puis pouvoir montrer un cahier de gestion des consignes de sécurité du protocole sanitaire pendant la période de déconfinement et jusqu'à la fin de la pandémie, tant que l'on est obligé de mettre en place les recommandations, pour pas dire les consignes. Mais la difficulté, et là on est à la fois sur le champ professionnel et juridique, c'est de pouvoir prouver. Donc autant mettre en place le contrôle effectif avec une date, une signature, une heure, en disant ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. On le fait en restauration scolaire, c'est déjà intégré et c'est dans la culture professionnelle. Merci. Prenons le temps, prenons 5 bonnes minutes pour conclure sur les questions-réponses. Emmanuel, je reste avec vous sur une question tout à fait pratique. Les écoles vont avoir une capacité d'accueil. Sur quels critères peut-on sélectionner les enfants accueillis si leur nombre dépasse la capacité de l'école? Alors déjà, la capacité de l'école, elle va être divisée par le fait du protocole sanitaire. On est sur 15 enfants. Certains maires souhaitent 10 en élémentaire, par exemple. Et on se dit que les autres enfants, il faudra les accueillir ailleurs, dans d'autres bâtiments. Donc la question, c'est la capacité. Donc le recensement qui est fait par les directeurs d'école pour savoir quels sont les enfants qui vont arriver, pour certains, dès le 11 mai, parce que c'est la clé. La clé, c'est nombre d'enfants, surface disponible et personnel pour les encadrer. Et c'est cet ajustement-là où il faut du temps. Certains maires annoncent une réouverture plutôt dans 15 jours. C'est plutôt, de mon point de vue, sage parce que ça va permettre effectivement de finaliser les protocoles par école, définir les circuits. Certains l'ont déjà fait et certaines villes sont déjà a priori au taquet, ou en tout cas l'annonce. Ça, c'est compliqué, les annonces médiatiques, parce que ça culpabilise, ça donne le sentiment qu'on est en retard. L'urgence à déconfiner, à organiser le déconfinement ne peut pas être invoquée parce que ça va provoquer des erreurs et des risques. Il faut se déculpabiliser. Et donc, très clairement, la capacité scolaire, elle va être, et d'un restaurant scolaire, elle est liée au protocole. Donc ça, il faut le connaître. On divise par 2, on divise par 3, on divise par 4 les capacités de nos bâtiments et on s'organise autour. Et ça doit se faire en partenariat direct avec le directeur d'école. Simplement, si on avait dit nous accueillons déjà les enfants des personnels soignants et nous allons progressivement accueillir les enfants des parents qui n'ont pas de solution avec la reprise d'activité de leur entreprise, c'était pas pareil que de dire qu'il fallait réouvrir les écoles. Peut-être que ça aurait mis moins de pression et on serait arrivé au même résultat. Merci. Autre question, cher maître, de nouveau sur la responsabilité partagée. Alors, vous avez donné des éléments de réponse, mais on a plusieurs questions ayant trait à qu'en est-il du périscolaire et de l'extrascolaire en termes de responsabilité, entre en jeu aussi l'interco, hein, souvent sur ces domaines-là, et prolongement, qu'en est-il de la compétence, de la responsabilité sur les écoles privées? Plusieurs choses. Un, sur l'interco, un point important que j'indique, je traiterai, que j'ai omis d'aborder. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas une histoire de scolaire. Une base de loisirs autour d'un étang et intercommunalisée.
L'eau est peu claire, forte turbidité, et une jeune enfant en nageant n'est plus vue par ses parents parce que dès qu'on est quelques centimètres en dessous du niveau de l'eau, on ne voit plus rien et la gamine se noie et meurt. Évidemment qu'il y a un défaut de surveillance des parents, mais en responsabilité tant indemnitaire que pénale, on peut être plusieurs coupables. Et là, qui a été condamné? L'intercommunalité n'avait la base de loisirs que depuis une période assez courte, 1 an je crois, et donc elle n'a pas eu à indemniser puisque le contentieux a été indemnitaire, mais le pénal aura le même raisonnement à peu près, hein. Celui qui a été condamné, c'était le maire. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé ses pouvoirs de police et qu'il aurait dû réglementer la police des baignades. Mais l'intercommunalisation aurait été antérieure, on aurait dit l'interco c'est bon, elle avait fini par comprendre qu'il y avait ce danger-là, donc elle est responsable aussi et partage de l'indemnisation. Et pour le pénal, on va regarder l'attitude de chacun au regard de la grille de la loi Fauchon. Donc, intercommunalisation égale intercommunalisation du risque. Mais le maire gardant ses pouvoirs de police, s'il voit qu'il y a des catastrophes localisées sur sa commune, il peut garder son pouvoir de police, mais ne pas l'utiliser ou ne pas alerter peut conduire à avoir sa responsabilité. Et dans tous les domaines où on a eu des intercommunalisations avec maintien des pouvoirs de police, je pense notamment aux questions de crues et d'inondations avec la GEMAPI, on se retrouve avec des maires qui n'ont plus du tout les mêmes positions que celles de l'interco, puisqu'il est facile de prendre un arrêté de police pour alerter l'interco et lui renvoyer la balle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le périscolaire. Attention, vous avez des normes impératives qui existent sur le respect en restauration des PAI, qui vont devenir très difficiles à gérer pour l'accès, enfin pour les allergènes notamment. Vous avez des règles sanitaires qui vont être très difficiles à respecter si vous changez de locaux, qui vont conduire à se dire hop, est-ce que j'ai un cause, c'est-à-dire que j'aurais plus, par exemple, si demain je suis responsable de restauration scolaire et du service à la table de service d'école, j'aurais beaucoup plus peur du gamin qui meurt en s'étouffant ou qui se fait une belle allergie et qui en meurt, parce que ça arrive, ou parce que j'ai changé de locaux et que j'ai pas les piqûres qui vont bien, etc. Ces risques-là sont beaucoup plus grands, beaucoup plus identifiés. C'est des cas où, en plus, quand il y a un accident, j'ai pas de respect des normes. Voilà, j'ai pas chauffé le steak à 66 degrés. Enfin, tous les respects des règles qu'on connaît tous par cœur. Et tout d'un coup, je les respecte plus. Et là, mais boum, on n'est pas protégé par la loi Fauchon. Je suis soit la cause du préjudice, soit j'ai violé une règle de sécurité identifiée, boum, je suis très mal. Pareil pour les taux d'encadrement périscolaire, je n'ai pas de dérogation aujourd'hui sur le taux d'encadrement. Donc, si je ne peux pas respecter le taux d'encadrement, zéro risque, point, c'est tout. C'est un service public facultatif, sauf pour les accueils des enfants des personnels prioritaires, parce que là, j'ai une norme identifiée désormais. Pour le reste, je ne prends pas de risque. Dès que je suis dans les autres domaines qu'on vient d'évoquer, je n'ai pas de norme identifiée, je fais ce que je peux. Accessoirement, s'il y aura un problème de preuve, s'il y a une contamination, bon, il n'y a rien de choquant à ce qu'on fasse son possible à ce stade-là. Alors, ça peut sembler cynique, mais c'est le boulot de l'avocat que de graduer les risques selon la dangerosité que vous encourez. Je suis d'accord sur le fait que les risques déjà identifiés sont plus difficiles à contrôler en période de désorganisation, on va dire. Parce qu'en plus, on peut confier les enfants à des adultes qui ne les connaissent pas. Les enfants ne vont pas forcément face à leurs professeurs, parce qu'il y a des professeurs qui ne seront pas présents pour des raisons de risque ou même de garde d'enfants. Et puis, pareil pour les personnels communaux, peuvent se retrouver avec des enfants qui ne connaissent pas, et on peut avoir une erreur d'information sur un risque alimentaire, c'est-à-dire les allergies, etc., qui peut être dramatique. Donc oui, on a ces risques-là qui disparaissent pas avec cette organisation qui pourrait paraître plus souple, plus floue, mais comme chacun sait, le flou peut rendre flou. Et donc là, il y a une vigilance accrue sur les personnes déjà à risque.
90% de ce qu'on a à faire, ça correspond à des domaines où on n'a pas de normes identifiées. Et donc, si on reste sur la grille de la loi Fauchon, on n'aura de responsabilité que si on n'a pas de faute caractérisée. Donc, creusez vos méninges domaine par domaine pour vous dire qu'est-ce que je pourrais faire comme mesure qui réduira le risque, ce qui est bien. Et là, c'est pas cynique, c'est réduire le risque, mais qui fait qu'en cas d'accident, je n'aurais pas été négligent ou imprudent. Il suffit pas. L'inconvénient des protocoles, c'est qu'on les applique. Mais du coup, on oublie d'être intelligent sur le reste, parce que dès qu'on a un guideline, un truc comme ça, on se met tous en mode je suis le truc. Checklist. Il faut penser au reste. Prenons un exemple. On ne vous dit pas d'aller recenser dans vos agents ceux qui ont des pathologies qui, s'ils chopent le Covid, sont des pathologies aggravantes. Et entre le secret médical et autres, évidemment, vous n'allez pas imposer à vos agents de signaler ces pathologies qui sont les leurs, qu'ils n'ont pas de raison, d'obligation en tout cas de vous donner. Mais en lien avec, Emmanuel le disait tout à l'heure, CHSCT, etc., et les acteurs, n'hésitez pas à dire, écoutez, allez voir un praticien de santé si vous pensez que la réouverture vous fait encourir un risque particulier au regard de pathologies que vous auriez par ailleurs. Pareil pour ceux qui sont au bord de la retraite en termes d'âge. Le quinquagénaire que je suis peut se permettre de commencer à parler de ces choses-là sans que ça soit discriminant. Et dans ces cas-là, si un agent qui avait une pathologie qui fait qu'il y a un problème avec le Covid, particulièrement qui fait de lui un cas plus à risque, eh bien, si cet agent a un problème, vous pourrez dire que vous n'avez pas commis de faute caractérisée, vous aurez réduit le risque, vous pourrez dire juridiquement que vous n'avez pas commis de faute caractérisée, et psychologiquement, vous culpabiliserez moins. Super. Il faut, en plus des protocoles, avoir cette mentalité-là. Quelles sont les normes identifiées? Obligatoires. Quels sont les cas où je peux être la cause directe du préjudice? C'est rarissime. Et dans les autres cas, allez, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme prudence qui coûte rien, mais qui n'est pas idiote? Et n'hésitez pas à faire participer les agents à ça. Réduisons ensemble le risque. On se fait un débriefing parce qu'ils vont apprécier que vous ayez cette démarche. Elle vous protégera, elle protégera les enfants et les membres de la communauté éducative, comme on dit dans ce monde-là. Et en plus, s'il y a une catastrophe, vous serez bien content de la refaire, y compris en réalité pour votre vie psychologique. Merci, cher Eric. Nous sommes particulièrement en retard, donc on va clôturer. On va prendre une toute dernière question très pratique parce que vous avez parlé du CHSCT. Comment le réunir en cette période de confinement et particulièrement pour les petites communes, Emmanuel? C'est possible de faire des réunions en visio quand ça s'organise, et puis on peut organiser des réunions en présentiel en limitant le nombre de personnes et en respectant les distances physiques dans une plus grande salle. Donc, c'est tout à fait possible aujourd'hui de le réunir en respectant les consignes qui nous ont été données et en mixant les deux aussi. Dire si à un moment il faut réunir plus de monde, on peut avoir un mixte en présentiel et en distanciel. Et j'insiste sur le terme de communauté éducative. On a, je pense, intérêt, groupe scolaire par groupe scolaire, que les parents élus donnent un avis et des fiches, puissent les lire comme les syndicats, comme les représentants du personnel, les représentants des parents d'élèves sont des acteurs de la communauté éducative. On ne pourra pas faire sans eux parce qu'effectivement, la pression psychologique, elle baisse quand tout le monde est au courant. Et puis en cas d'accident, là aussi psychologiquement, c'est un peu plus facile à gérer. Il n'y a pas d'école sans communauté éducative, donc on ne pourra pas gérer la crise sans elle. Merci, cher Emmanuel. Sur les écoles privées, je n'ai pas répondu. Les écoles privées vivent dans leur coin. Elles appliquent leur vie dans leur coin, elles s'organisent comme elles le veulent et le peuvent. Et donc, les responsabilités organisationnelles dont nous parlons sont transférées à l'école privée. C'est un souci en moins. Sauf évidemment si vous leur ouvrez certains de vos services périscolaires, notamment la restauration, comme ça arrive. Mais dans ce cas-là, ils sont un usager comme les autres et doivent bénéficier de l'égalité de traitement. En revanche, une question qui pourra se poser, c'est est-ce qu'on pourrait donner lieu à une augmentation du forfait élève si vos dépenses ont augmenté en raison du Covid-19? La réponse étant, a priori, en théorie, oui, sur la part fonctionnement. Alors, Emmanuel, pour oui, sur les écoles privées, il y a forcément, en cas d'accident, un transfert de responsabilité sur, par exemple, le président de l'association, et vis-à-vis des parents et vis-à-vis des salariés de l'association. Donc,
Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'appliquer les mêmes protocoles. Très bien. Débat parlementaire en cours, cher Eric. Est-ce qu'on C'est ce attend que je d'autres disais tout à l'heure. C'est ce que je ça. disais tout à l'heure sur c'est le nouveau petit 2 de l'article 1 de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Ça passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça a été voté la nuit dernière au Sénat. Tout est en ligne. Très bien. Eh ben, merci pour ces informations tout à fait complètes. Alors, nous arrivons au terme de cette webconférence. On a prolongé un petit peu et c'était, je crois, nécessaire. Il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de questions auxquelles on a fait le maximum pour répondre. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, retrouvez notre service VK Ligne Expert sur vk.fr et l'intégral service à la population, l'intégralité des ressources documentaires sur l'action éducative et la vie politique locale notamment. Alors dites-nous si vous souhaitez plus d'informations et nous vous ferons un plaisir de vous recontacter très rapidement. N'oubliez pas par ailleurs, durant toute la durée de cette crise, encore pendant plusieurs semaines jusqu'à la fin mai très certainement, vous pouvez accéder gratuitement à nos contenus dédiés à la gestion de crise sanitaire et à la reprise de l'ensemble des activités désormais progressivement sur les questions de ressources humaines, de marché public notamment. Créez-vous un compte sur vk.fr et l'accès est libre. Et bien entendu, vous suivez toute l'actualité au quotidien sur notre site vk.fr. J'ajoute que vous retrouvez enfin les 10 minutes juridiques tous les 15 jours, l'actualité juridique en vidéo par et avec Eric Landau, avec un panorama de l'actualité juridique essentiel à ne pas manquer et un grand dossier. Chez Eric, le dossier de lundi prochain? Le dossier de lundi prochain seront les débats juridiques autour des élections à venir et notamment est-ce que réellement il y aurait une inconstitutionnalité ou pas du premier tour, et nous aurons le plaisir d'avoir 3 éminents professeurs de droit qui n'ont pas tout à fait le même point de vue là-dessus. Le professeur, le professeur Vienna, professeur Rambaud et un troisième professeur qui vous feront part de leur point de vue divergent. Voilà. En ligne le 11 mai, donc date pivot dans tous les domaines. Retrouvez aussi toutes les analyses quotidiennes sur le blog d'Eric Landau et du cabinet Landau et Associés. Nous poursuivons de notre côté le mois de mai avec nos webconférences. Restez bien à l'affût sur notre site. Sur l'onglet webconférences, vous retrouvez l'agenda en cours de construction pour les prochains rendez-vous à l'horizon de la deuxième quinzaine de mai et de début juin. Merci infiniment à nos deux intervenants d'avoir répondu à notre invitation et pour s'être rendus disponibles et d'avoir répondu avec leur regard avisé à toutes ces questions. Merci Emmanuel Catio et merci Maître Eric Landau, merci infiniment. Merci à Laetitia Ligo pour la réalisation à distance de cet événement une nouvelle fois. Merci enfin à toutes et à tous pour votre attention et participation. Souhaitons un déconfinement réussi, une bonne rentrée progressive à tout le monde et une rentrée réussie, une rentrée, on l'a compris, responsable d'un point de vue individuel et collectif. Merci à tous, à très bientôt sur vk.fr. Merci, au revoir.